tu ne te connais pas vraiment, et pourtant, toute ta vie en dépend. Les sages de la Grèce antique disaient « Connais-toi toi-même ». Mais à notre époque, saturée de technologie, de comparaison et de distraction, comment pouvons-nous réellement nous comprendre? Qui es-tu, au-delà de tes émotions passagères, de tes rôles sociaux et de ce que les autres attendent de toi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 méthodes puissantes inspirées du stoïcisme, notamment de Marc Aurèle, pour mieux te connaître, découvrir ton potentiel et retrouver une clarté intérieure rare. Si tu veux t'améliorer, te comprendre en profondeur et vivre avec plus de paix, alors reste jusqu'au bout. Ce voyage commence maintenant. Premier principe stoïcien, observe-toi comme un étranger. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme commence par une invitation simple, mais profondément exigeante. Apprendre à se regarder soi-même comme si l'on observait un étranger. Cette idée peut sembler abstraite au premier abord, pourtant elle est au cœur de la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle, empereur et philosophe, ne cessait de rappeler dans ses pensées pour moi-même que notre plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur, mais le regard déformé que nous portons sur nous-mêmes. Nous sommes rarement objectifs envers nous-mêmes. Nos émotions, nos peurs, nos désirs et notre ego colorent chaque pensée, chaque souvenir, chaque décision. Lorsque quelque chose nous arrive, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que nous la ressentons. C'est précisément pour cette raison que les stoïciens nous invitent à changer de perspective. Non pas pour nous fuir, mais pour nous comprendre. Observer ses pensées comme celles d'un autre, c'est créer une distance intérieure. Cette distance n'est pas de la froideur, ni de l'indifférence. C'est une clarté. Imagine un instant que ta vie soit un film et que tu en sois à la fois le personnage principal et le spectateur. Si tu regardais ce personnage agir, parler, réagir, que penserais-tu de ses choix? Serais-tu dur, indulgent, surpris ou simplement curieux? Ce simple exercice révèle souvent plus de vérité que des heures de rumination émotionnelle. Les stoïciens savaient que l'émotion brute est rarement un bon conseiller. La colère, par exemple, donne l'illusion de la force, alors qu'elle est souvent un signe de faiblesse intérieure. La peur se présente comme une protection, mais elle est fréquemment une anticipation exagérée de ce qui n'est pas encore arrivé. En observant ces émotions comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, tu cesses de t'y identifier totalement. Tu ne dis plus « je suis en colère », mais « il y a de la colère en moi ». Cette nuance est fondamentale. Elle transforme l'émotion en objet d'observation plutôt qu'en identité. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur ces événements. Observer ses pensées comme un étranger permet précisément de repérer ces jugements automatiques. Pourquoi cette remarque t'a-t-elle blessé? Pourquoi ce regard t'a-t-il irrité? Pourquoi ce silence t'a-t-il inquiété? Lorsque tu prends du recul, tu réalises souvent que ce n'est pas la situation elle-même qui est douloureuse, mais l'histoire que tu racontes à son sujet. Se voir comme un étranger, c'est aussi reconnaître ses habitudes sans les justifier. Nous avons tous des schémas répétitifs, des réactions que nous reproduisons, des erreurs que nous rationalisons, des comportements que nous excusons parce qu'ils viennent de nous. Mais si un inconnu agissait de la même manière, notre regard serait bien différent. Nous verrions clairement ce qui est excessif, inutile ou destructeur. Cette honnêteté devient possible lorsque l'on retire le poids émotionnel attaché à l'image que l'on a de soi. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'observation quotidienne de soi. Non pas pour se juger, mais pour s'ajuster. Il écrivait pour se rappeler ce qu'il devait être, non pour se condamner pour ce qu'il n'était pas encore. Cette pratique demande de la discipline, car l'ego résiste toujours à l'examen lucide. Pourtant, c'est dans cette résistance même que se cache le travail intérieur. Dans un monde moderne saturé de stimulation, cette capacité d'observation est plus précieuse que jamais. Les réseaux sociaux amplifient les émotions, nourrissent les comparaisons et encouragent les réactions impulsives. On réagit avant de comprendre, on juge avant de réfléchir, on parle avant d'observer. Le stoïcisme nous propose l'inverse, ralentir intérieurement. Regarder avant d'agir. Comprendre avant de réagir. Observer ses pensées, c'est aussi découvrir leur caractère impermanent. Une émotion intense aujourd'hui peut sembler insignifiante demain. Une peur qui paraissait insurmontable finit souvent par disparaître sans que l'on ait eu besoin d'agir. Les stoïciens rappelaient que la plupart de nos souffrances sont imaginaires ou amplifiées par l'anticipation. Marc Aurèle disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En prenant le rôle de l'observateur, tu réduis cette souffrance inutile. Il est important de comprendre que se voir comme un étranger ne signifie pas se déshumaniser. Au contraire,
Cela permet une forme de compassion plus authentique. Lorsque tu observes un inconnu en difficulté, tu es souvent plus patient, plus compréhensif que lorsque tu t'observes toi-même. Appliquer ce même regard à ta propre personne, c'est te libérer de l'autocritique excessive et des jugements destructeurs. Ce principe est également une clé de la liberté intérieure. Tant que tu es prisonnier de tes réactions automatiques, tu n'es pas libre. Tu es gouverné par des impulsions, des conditionnements, des émotions non examinées. Mais lorsque tu observes ces mouvements intérieurs sans t'y perdre, tu reprends le contrôle. Tu choisis ta réponse. Tu choisis ton attitude. Et c'est précisément là que commence la sagesse stoïcienne. Concrètement, cette pratique peut commencer par de simples moments de pause. Lorsque tu ressens une émotion forte, arrête-toi quelques secondes et demande-toi, que se passe-t-il réellement en moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Si quelqu'un d'autre vivait cette situation, que lui dirais-je? Ces questions ouvrent un espace de lucidité. Avec le temps, cet espace s'élargit et devient une seconde nature. Observez-toi comme un étranger, c'est enfin reconnaître que tu n'es pas tes pensées. Les pensées vont et viennent, mais l'observateur demeure. Cette prise de conscience est l'un des plus grands cadeaux du stoïcisme. Elle te permet de vivre avec plus de calme, de discernement et de dignité, même au milieu du chaos. En cultivant ce regard extérieur sur toi-même, tu poses la première pierre d'une vie gouvernée par la raison plutôt que par l'impulsion. Tu deviens moins réactif, plus stable, plus maître de toi. Et comme le savaient les stoïciens, celui qui se maîtrise lui-même possède une richesse que rien ni personne ne peut lui enlever. Deuxième principe stoïcien, accepte-toi entièrement. L'acceptation de soi est l'un des principes les plus mal compris du développement personnel. Beaucoup l'associent à la résignation, à l'abandon ou au renoncement à l'amélioration. Pourtant, pour les stoïciens, s'accepter pleinement n'est ni une faiblesse ni une excuse. C'est une exigence de lucidité. On ne peut pas transformer ce que l'on refuse de voir, et on ne peut pas améliorer ce que l'on nie. L'acceptation est donc le point de départ de toute véritable évolution intérieure. Le stoïcisme repose sur une idée simple et exigeante, voir la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Cette règle s'applique au monde extérieur, mais aussi, et surtout, à nous-mêmes. S'accepter entièrement, c'est reconnaître sans détour ses qualités, ses limites, ses forces et ses faiblesses. Non pas avec complaisance, mais avec honnêteté. Marc Aurèle rappelait sans cesse que la sagesse commence par l'accord avec la nature, et notre propre nature en fait partie. Nous avons tendance à nous regarder à travers un filtre sévère. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, notre esprit se focalise souvent sur ce qui manque, sur ce qui a échoué, sur ce qui devrait être différent. Cette autocritique constante crée une tension intérieure, une lutte silencieuse contre ce que nous sommes. Or, pour les stoïciens, se battre contre la réalité est une source inutile de souffrance. Refuser ce qui est ne fait que renforcer le mal-être. Accepter ne signifie pas aimer tout ce que l'on est. Cela signifie reconnaître que, pour l'instant, c'est ainsi. Il y a en toi des traits que tu admires, et d'autres que tu préférerais cacher. Il y a des comportements dont tu es fier, et d'autres que tu regrettes. L'acceptation stoïcienne consiste à tout inclure dans le champ de la conscience, sans tri sélectif, sans illusion. C'est un regard droit, posé, sans phare. Marc Aurèle écrivait « Accueille sans orgueil ce qui t'est donné, et sans résistance ce qui t'est retiré ». Cette phrase s'applique aussi à notre identité. Nous héritons de certains traits de caractère, d'une histoire, d'un tempérament, de blessures et de forces que nous n'avons pas choisies. Les refuser, c'est gaspiller de l'énergie. Les accepter, c'est apprendre à travailler avec eux plutôt que contre eux. Une grande erreur moderne consiste à croire que la honte est un moteur de changement. On pense que se critiquer durement nous poussera à devenir meilleurs. En réalité, la honte paralyse. Elle enferme dans un sentiment d'indignité qui empêche l'action lucide. Les stoïciens l'avaient compris, le progrès moral ne naît pas du mépris de soi, mais de la compréhension. Se juger sans comprendre, c'est s'aveugler. Accepter ses imperfections, ce n'est pas les justifier. C'est les reconnaître comme des faits. Un fait peut être travaillé, transformé, discipliné. Une illusion, non. Lorsqu'un individu accepte qu'il est impatient, colérique ou anxieux, il ne s'enferme pas dans cette identité. Au contraire, il se donne la possibilité de la dépasser. L'acceptation crée un terrain stable sur lequel bâtir la discipline et la vertu. Le stoïcisme insiste sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos intentions, nos jugements et nos efforts dépendent de nous.
Notre passé, certaines de nos tendances naturelles ou les événements extérieurs n'en dépendent pas. S'accepter entièrement, c'est aussi accepter cette limite fondamentale. Se reprocher indéfiniment ce que l'on ne peut changer est une forme de violence intérieure. La sagesse consiste à concentrer son énergie là où elle est utile. Il est également essentiel de comprendre que l'acceptation de soi favorise une relation plus saine avec les autres. Celui qui se rejette intérieurement cherchera constamment la validation extérieure. À l'inverse, celui qui s'accepte profondément devient moins dépendant du regard d'autrui. Il agit par conviction, non par besoin d'approbation. Cette stabilité intérieure était au cœur de l'idéal stoïcien. Dans la pratique quotidienne, accepter pleinement qui l'on est demande du courage. Cela signifie regarder ses peurs sans les fuir, reconnaître ses erreurs sans se condamner, admettre ses limites sans se dévaloriser. Cela implique aussi d'accepter ses succès sans arrogance, ses capacités sans culpabilité. L'acceptation stoïcienne est équilibrée. Elle ne minimise ni n'exagère. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler qu'il était humain, faillible, parfois impatient ou irrité. Mais il ne s'en voulait pas éternellement pour cela. Il notait, observait, ajustait. Cette attitude montre que l'acceptation n'est pas une fin, mais un processus. Chaque jour offre une nouvelle occasion de se regarder avec honnêteté et bienveillance rationnelle. Dans un monde obsédé par la performance, l'image et la comparaison, s'accepter entièrement est un acte presque révolutionnaire. Cela ne signifie pas renoncer à l'excellence, mais redéfinir ce qu'elle signifie. L'excellence stoïcienne n'est pas d'être parfait, mais d'être cohérent. Cohérent entre ses valeurs, ses actes et sa nature réelle. Accepter qui tu es aujourd'hui te permet d'avancer sans te mentir. Cela réduit le conflit intérieur, libère de l'énergie mentale et crée une base solide pour la discipline personnelle. Lorsque tu n'es plus en guerre contre toi-même, chaque effort devient plus fluide, plus durable. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de défauts, mais de l'absence de refus. En fin de compte, le deuxième principe stoïcien nous rappelle une vérité simple et exigeante. Tu es ton point de départ. Pas l'idéal que tu poursuis, pas l'image que tu projettes, mais l'être réel que tu incarnes ici et maintenant. L'accepter entièrement, c'est poser le premier acte de sagesse. Et comme le savaient les stoïciens, celui qui accepte la réalité avec lucidité devient capable de la transformer avec vertu. Troisième principe stoïcien, progresse par de petits défis. Le stoïcisme enseigne une vérité simple mais exigeante. Le progrès réel ne naît pas de grandes déclarations, mais d'actions modestes répétées avec constance. Contrairement à l'illusion moderne du changement instantané, les stoïciens savaient que la transformation intérieure est un processus lent, discipliné et progressif. C'est pourquoi ils insistaient sur l'importance de se confronter à de petits défis quotidiens, plutôt que de viser des révolutions brutales qui finissent souvent par échouer. L'esprit humain est naturellement résistant au changement. Lorsqu'on lui impose des transformations trop radicales, il se rebelle, se fatigue ou abandonne. Épictète le rappelait à ses élèves. On ne devient pas philosophe par une seule décision, mais par une pratique constante. Chaque petit effort est une pierre ajoutée à l'édifice du caractère. Ce sont ces gestes discrets, presque invisibles, qui construisent la force intérieure durable. Progresse par de petits défis signifie accepter que l'on avance pas à pas. Cela demande de l'humilité, car l'ego préfère les grandes victoires spectaculaires. Pourtant, le stoïcisme valorise la cohérence plutôt que l'éclat. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait accomplir chaque action comme si c'était la dernière, avec sérieux et simplicité. Cette philosophie nous invite à concentrer notre énergie sur ce qui est immédiatement à notre portée. Un petit défi stoïcien n'est pas choisi au hasard. Il est volontaire, mesuré et aligné avec la vertu. Il peut s'agir de contrôler une réaction émotionnelle, de tenir une parole donnée, de rester calme dans une situation irritante, ou de maintenir une discipline quotidienne simple. Ce qui importe, ce n'est pas la difficulté du défi, mais la régularité avec laquelle il est relevé. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi est comparable à l'entraînement d'un muscle. Un muscle ne se renforce pas en étant surchargé brutalement, mais en étant sollicité de manière progressive. De la même manière, la volonté se développe par des exercices répétés et adaptés. Chercher à tout changer d'un coup revient à se condamner à l'épuisement et à la frustration. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par des choix concrets. Si tu veux devenir plus patient, ne commence pas par vouloir rester calme dans toutes les situations. Commence par une seule, une discussion difficile, une attente prolongée, une contrariété mineure. Si tu veux renforcer ta discipline,
ne vise pas une transformation totale de ton emploi du temps. Engage-toi plutôt à respecter une seule habitude, aussi modeste soit-elle, mais chaque jour. Marc Aurèle insistait sur l'importance de revenir sans cesse à l'essentiel. Il savait que l'accumulation de petites victoires crée une confiance intérieure stable. Chaque défi relevé, même discret, renforce le sentiment de maîtrise et nourrit la motivation. À l'inverse, les objectifs trop ambitieux génèrent souvent un sentiment d'échec qui mine la persévérance. Le progrès stoïcien n'est pas mesuré par la vitesse, mais par la direction. Avances-tu, même lentement, vers plus de sagesse, de tempérance, de courage et de justice? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais la constance dans l'effort vertueux. Un autre aspect fondamental de ce principe est l'acceptation de l'imperfection. Les petits défis ne seront pas toujours relevés avec succès. Il y aura des rechutes, des oublis, des moments de faiblesse. Le stoïcisme n'y voit pas un drame, mais une occasion d'apprentissage. L'échec n'est pas une condamnation, c'est un retour d'information. Ce qui compte, c'est de reprendre la pratique sans se décourager. Épictète enseignait que l'on ne doit pas se fâcher contre soi-même lorsqu'on trébuche, mais se demander calmement comment faire mieux la prochaine fois. Cette attitude transforme la progression en un chemin durable, libéré de la culpabilité excessive. Chaque petit défi devient alors une expérience, non un verdict sur ta valeur. Dans un monde obsédé par les résultats immédiats, ce principe stoïcien est une invitation à la patience. La sagesse ne se télécharge pas, elle se cultive. La force mentale ne surgit pas d'un coup, elle se forge dans la répétition silencieuse. Les stoïciens savaient que ce qui est construit lentement résiste mieux au temps et aux épreuves. Progresse par de petits défis, c'est aussi apprendre à célébrer des victoires discrètes. Avoir résisté à une impulsion, avoir choisi le silence plutôt que la colère, avoir respecté une décision intérieure. Ces moments ne sont pas visibles aux yeux des autres, mais ils façonnent profondément ton caractère. Le stoïcisme valorise ces triomphes invisibles, car ils témoignent d'une véritable maîtrise de soi. Ce principe favorise également une relation plus saine avec le futur. Au lieu de te projeter dans une version idéalisée de toi-même, tu t'enracines dans le présent. Tu te demandes simplement, quel est le prochain petit pas juste que je peux faire aujourd'hui? Cette question, répétée chaque jour, transforme la vie de manière profonde et durable. Enfin, progresser par de petits défis, c'est reconnaître que chaque jour offre une opportunité de s'améliorer, même légèrement. La sagesse stoïcienne ne demande pas des exploits héroïques, mais une fidélité quotidienne à ses valeurs. En relevant des défis modestes, tu construis une discipline intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des émotions passagères. Comme le rappelaient les stoïciens, ce n'est pas la grandeur des actions qui fait la grandeur de l'homme, mais la constance avec laquelle il agit conformément à la raison. En avançant pas à pas, défi après défi, tu te rapproches lentement mais sûrement de la meilleure version de toi-même. Non par force, mais par persévérance. Quatrième principe stoïcien, compare-toi seulement à toi-même. La comparaison est l'un des pièges les plus subtils de l'esprit humain. Elle s'infiltre dans nos pensées sans bruit et façonne notre perception de nous-mêmes, souvent à notre détriment. Les stoïciens, bien avant l'ère des réseaux sociaux, avaient déjà identifié ce mécanisme comme une source majeure de troubles intérieurs. Ils nous enseignent une règle simple, mais exigeante. La seule comparaison qui ait du sens est celle que nous faisons avec nous-mêmes, avec la personne que nous étions hier. Se comparer aux autres semble naturel. L'être humain est un animal social, et l'observation des autres fait partie de son fonctionnement. Mais le stoïcisme nous invite à distinguer ce qui est naturel de ce qui est utile. Comparer sa valeur, son succès ou son rythme de progression à ceux des autres est rarement utile, car chaque individu avance avec des circonstances, des talents, des contraintes et une histoire qui lui sont propres. Marc Aurèle rappelait que chacun joue le rôle qui lui est attribué dans le grand ordre de la nature. Se juger à partir du rôle d'un autre est donc une erreur de perspective. Lorsque tu te compares aux autres, tu compares souvent ton intérieur à leur extérieur. Tu vois leurs résultats, leurs réussites visibles, leurs moments mis en scène, mais tu ignores leurs doutes, leurs échecs, leurs luttes silencieuses. Cette comparaison est incomplète et donc injuste. Elle engendre soit l'orgueil, soit l'envie, deux émotions que les stoïciens considéraient comme des obstacles à la sagesse. Le stoïcisme propose une alternative plus saine. Tourner ton regard vers l'intérieur et vers le passé. La seule question pertinente devient alors, suis-je aujourd'hui un peu plus sage, plus discipliné, plus calme que je ne l'étais hier? Cette comparaison est juste, car elle tient compte de ton point de départ réel.
Elle respecte ton chemin unique et transforme le progrès en une démarche personnelle, non compétitive. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois en un ». Cette phrase nous rappelle que l'énergie dépensée à se comparer pourrait être investie dans l'action juste. Comparer, c'est souvent rester immobile mentalement. Progresser, c'est agir, même lentement, mais dans la bonne direction. Compare-toi seulement à toi-même. C'est aussi reconnaître que le progrès n'est pas toujours visible. Il ne se mesure pas uniquement en résultats extérieurs, mais en qualité de réaction, en stabilité émotionnelle, en clarté de jugement. Tu peux avoir l'impression de stagner alors que, intérieurement, tu deviens plus résilient, plus conscient, plus maître de toi. Ces victoires intérieures échappent souvent à la comparaison sociale, mais elles sont essentielles dans la vision stoïcienne. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'examen quotidien de soi. Chaque soir, Sénèque recommandait de passer en revue sa journée. Qu'ai-je bien fait? Que ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Cet exercice n'avait rien à voir avec la culpabilité ou l'autocritique destructrice. Il s'agissait d'une évaluation lucide et bienveillante, orientée vers le progrès personnel. En te comparant à ton propre comportement passé, tu développes une conscience fine de ton évolution. La comparaison avec les autres crée souvent une pression inutile. Elle impose des standards extérieurs qui ne correspondent pas forcément à tes valeurs. Le stoïcisme, au contraire, te ramène à ce qui dépend de toi, tes choix, tes efforts, tes intentions. Épictète insistait sur cette distinction fondamentale. Ce qui dépend des autres ne doit pas déterminer ton état intérieur. En te comparant à eux, tu leur abandonnes une partie de ton pouvoir. Dans le monde moderne, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Les réseaux sociaux exposent en permanence des versions idéalisées de la réussite, du bonheur et de la discipline. Se comparer dans cet environnement, c'est se condamner à l'insatisfaction chronique. Le stoïcisme t'offre une voie de sortie. Recentrer ton attention sur ton propre progrès, même minime, mais réel. Comparer-toi seulement à toi-même favorise également la gratitude. Lorsque tu observes le chemin parcouru, tu prends conscience de tes efforts, de ta résilience, de ta capacité à apprendre. Cette reconnaissance nourrit une confiance intérieure stable, indépendante de l'approbation extérieure. Tu n'as plus besoin d'être meilleur que les autres, seulement meilleur que celui que tu étais. Ce principe renforce aussi l'humilité. En te comparant à toi-même, tu reconnais que tu es en perpétuelle construction. Il n'y a pas de ligne d'arrivée définitive, seulement un chemin. Cette vision évite aussi bien l'arrogance que le découragement. Tu avances à ton rythme, avec constance et lucidité. Appliquer ce principe au quotidien peut être simple. Chaque jour, pose-toi une question claire. Qu'ai-je amélioré, même légèrement? Peut-être as-tu mieux contrôlé une émotion, pris une décision plus réfléchie, résisté à une tentation inutile. Ces petits progrès, accumulés, construisent une transformation profonde. Le stoïcisme valorise cette accumulation silencieuse plus que les succès spectaculaires. Enfin, comparer-toi seulement à toi-même, c'est choisir la liberté intérieure. Tu te libères du regard des autres, des normes fluctuantes et des attentes irréalistes. Tu redeviens le seul juge pertinent de ton évolution morale et personnelle. Cette autonomie intérieure était, pour les stoïciens, l'une des plus hautes formes de richesse. Comme le rappelait Marc Aurèle, la paix vient de l'ordre intérieur, non de la supériorité extérieure. En mesurant ton progrès à l'aune de ton propre chemin, tu construis une vie plus calme, plus cohérente et plus alignée avec la raison. Et c'est dans cette fidélité à toi-même que se trouve la véritable grandeur stoïcienne. 5e principe stoïcien. Prends la responsabilité totale de ta vie. Prendre la responsabilité totale de sa vie est l'un des principes les plus puissants, mais aussi les plus exigeants du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'une idée confortable. Elle bouscule l'ego, détruit les excuses et met fin à l'illusion selon laquelle notre bonheur dépendrait principalement des circonstances extérieures. Pourtant, pour les stoïciens, cette responsabilité est la clé de la liberté intérieure. Tant que tu attribues ton état de vie à autre chose qu'à tes choix, tu restes prisonnier de ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme commence par une distinction fondamentale, enseignée avec force par Épictète. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Nos jugements, nos décisions, nos intentions et nos actions dépendent de nous. Le reste, les événements, les autres, le passé, la chance, n'en dépend pas. Prendre la responsabilité totale de sa vie, c'est accepter pleinement cette distinction et en tirer toutes les conséquences.
Beaucoup confondent responsabilité et culpabilité. Les stoïciens les séparent clairement. Être responsable ne signifie pas se reprocher indéfiniment ses erreurs. Cela signifie reconnaître son pouvoir d'action ici et maintenant. La culpabilité enferme dans le passé. La responsabilité ouvre l'avenir. Marc Aurèle ne passait pas son temps à se lamenter sur ses défauts. Il se rappelait chaque jour ce qu'il pouvait faire de mieux, à partir de la situation présente. Blâmer est une réaction naturelle. Nous blâmons la société, notre éducation, nos parents, notre environnement, notre malchance. Parfois, ces facteurs ont réellement joué un rôle. Le stoïcisme ne nie pas leur influence. Mais il affirme une chose essentielle. Continuer à les blâmer ne t'aide pas à avancer. Plus tu rejettes la responsabilité à l'extérieur, plus tu abandonnes ton pouvoir intérieur. Prendre la responsabilité totale de ta vie, c'est dire intérieurement « Ce qui m'arrive n'est peut-être pas de ma faute, mais la manière dont j'y réponds est toujours de mon ressort. » Cette posture change radicalement ta relation aux difficultés. Les problèmes cessent d'être des injustices personnelles et deviennent des situations à gérer avec raison et vertu. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien qu'il ne contrôle. En ce sens, la responsabilité est une forme de libération. Lorsque tu assumes pleinement tes choix, tu cesses d'attendre que le monde change pour aller mieux. Tu comprends que ta paix intérieure ne peut être déléguée à personne d'autre. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les relations, par exemple, prendre la responsabilité signifie reconnaître ton rôle dans les conflits, tes réactions, tes limites. Cela ne veut pas dire accepter l'injustice ou la maltraitance, mais choisir consciemment comment tu y réponds. Dans le travail, cela signifie cesser de se cacher derrière les circonstances et se demander honnêtement « Que puis-je faire, moi, pour améliorer cette situation ?» Marc Aurèle rappelait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même. Cette phrase résume parfaitement l'esprit de la responsabilité stoïcienne. Chaque difficulté est une occasion de pratiquer la vertu, la patience, le courage, la tempérance ou la sagesse. Ce qui semblait être un frein devient un terrain d'entraînement pour l'âme. Prendre la responsabilité totale de sa vie demande aussi d'abandonner le rôle de victime. Le stoïcisme reconnaît la souffrance, mais refuse l'impuissance prolongée. Tant que tu te définis comme une victime des circonstances, tu restes passif. Dès que tu te reconnais comme acteur, même dans un cadre limité, tu retrouves une marge de manœuvre intérieure. Ce principe est exigeant, car il ne laisse aucune place à l'autocomplaisance. Il oblige à se regarder honnêtement et à admettre ses erreurs, ses incohérences et ses manquements. Mais cette honnêteté est précisément ce qui permet la croissance. Les stoïciens préféraient une vérité inconfortable à une illusion rassurante. La responsabilité totale ne signifie pas contrôler tout, mais contrôler ce qui peut l'être. Elle implique d'agir là où l'action est possible et d'accepter sereinement ce qui ne dépend pas de nous. Cette attitude crée une stabilité intérieure remarquable. Tu ne te laisses plus emporter par la colère, l'envie ou le ressentiment, car tu sais que ces émotions ne changent rien à la réalité. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut se traduire par une simple question. Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Cette question, répétée encore et encore, devient un réflexe stoïcien. Elle recentre l'attention sur l'action juste et empêche l'esprit de se perdre dans la plainte ou la rumination. Prendre la responsabilité totale de ta vie, c'est aussi reconnaître ta capacité à changer. Même si ton passé est lourd, même si tes habitudes sont ancrées, tu conserves toujours la possibilité d'agir différemment à partir de maintenant. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, mais une vie digne, fondée sur la maîtrise de soi. Enfin, ce principe conduit à une profonde autonomie intérieure. Tu n'attends plus la validation, la permission ou le salut de l'extérieur. Tu comprends que ta vie est entre tes mains, non pas dans son déroulement exact, mais dans sa direction morale. Et cette prise de responsabilité donne naissance à une force tranquille que rien ne peut vraiment ébranler. Comme le savait Marc Aurèle, la véritable puissance n'est pas de dominer les autres ou les événements, mais de se gouverner soi-même. Prendre la responsabilité totale de ta vie, c'est accéder à cette souveraineté intérieure. Et une fois que tu y goûtes, tu comprends qu'aucune circonstance ne peut te l'enlever. 6e principe stoïcien, choisis soigneusement tes influences. Les stoïciens savaient que l'être humain n'évolue jamais dans le vide. Nous sommes continuellement façonnés par ce que nous voyons, entendons, lisons et par les personnes que nous fréquentons. Nos pensées ne naissent pas uniquement de nous-mêmes. Elles sont nourries, orientées et parfois déformées par notre environnement. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur un principe fondamental.
Choisir consciemment ses influences est une condition essentielle de la maîtrise de soi et de la liberté intérieure. Chaque jour, sans toujours en avoir conscience, nous respirons un air mental. Cet air est composé de paroles, d'images, d'opinions, de croyances et d'émotions qui circulent autour de nous. Certaines influences clarifient l'esprit, d'autres l'encombrent. Certaines nous élèvent, d'autres nous tirent vers le bas. Les stoïciens comparaient souvent l'âme à un terrain fertile. Ce que l'on y sème détermine ce qui y pousse. Ignorer ces influences, c'est abandonner son jardin intérieur au hasard. Épictète rappelait que nous devenons semblables à ceux que nous écoutons le plus. Si tu passes ton temps avec des personnes colériques, plaintives ou cyniques, tu finiras par adopter leur manière de penser, même contre ta volonté. À l'inverse, la fréquentation d'esprits calmes, lucides et vertueux élève naturellement ton propre comportement. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais la vigilance. Choisir ses influences ne signifie pas rejeter les autres avec mépris ou arrogance. Il s'agit d'un acte de responsabilité envers soi-même. Tu peux respecter quelqu'un sans lui permettre de façonner ton esprit. Tu peux écouter sans absorber. Cette distinction est cruciale. Beaucoup souffrent non pas à cause des événements, mais à cause des idées qu'ils laissent entrer sans filtre. Marc Aurèle, bien qu'empereur entouré de flatteries, de critiques et de tensions politiques, prenait soin de protéger son esprit. Dans ses écrits, il se rappelait constamment les valeurs qu'il voulait incarner. Il savait que le pouvoir, les honneurs et les distractions pouvaient corrompre le jugement. Son exemple montre que même au cœur du tumulte, il est possible de choisir ses influences intérieures. Dans le monde moderne, ce principe est d'une actualité brûlante. Les réseaux sociaux, les médias en continu et les notifications constantes exposent l'esprit à une avalanche d'informations. Beaucoup de ces contenus sont conçus pour provoquer des réactions émotionnelles fortes. Colère, peur, envie, indignation. Les stoïciens auraient vu là un danger majeur pour la tranquillité de l'âme. Laisser ces influences pénétrer sans discernement, c'est renoncer à sa paix intérieure. Choisir soigneusement ces influences commence par une prise de conscience. Observe ce que tu consommes mentalement. Quelles voix occupent ton esprit? Quelles images y reviennent le plus souvent? Quelles conversations te laissent épuiser et lesquelles te donnent de la clarté? Cette observation honnête est la première étape vers une discipline intérieure. Les stoïciens accordaient une grande importance à la lecture de textes inspirants. Sénèque recommandait de fréquenter quotidiennement des auteurs sages, car leurs paroles agissent comme un rappel constant de la vertu. Lire, écouter ou méditer des pensées élevées n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité morale. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit par influencer tes choix, même inconsciemment. Les influences ne sont pas seulement humaines ou médiatiques. Elles peuvent être aussi des habitudes, des environnements physiques, des rythmes de vie. Un lieu chaotique engendre souvent un esprit agité. Un excès de stimulation affaiblit la capacité de concentration. Le stoïcisme nous invite à créer un cadre de vie qui soutient la raison plutôt que l'impulsion. Choisir ses influences demande parfois du courage. Il peut être difficile de s'éloigner de certaines relations ou de réduire certaines habitudes, surtout lorsqu'elles sont socialement valorisées. Pourtant, la sagesse stoïcienne enseigne que la qualité de l'esprit vaut plus que l'approbation sociale. Être en paix avec soi-même est plus important que d'être accepté par tous. Ce principe ne consiste pas à vivre dans une bulle protégée. Les stoïciens savaient que le monde est imparfait et conflictuel. Mais ils insistaient sur la nécessité de ne pas laisser ce chaos gouverner l'intérieur. Tu peux traverser le bruit sans devenir bruyant. Tu peux voir l'agitation sans t'y identifier. Choisir ses influences, c'est précisément établir cette frontière intérieure. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par des choix simples mais puissants. Limiter l'exposition aux contenus toxiques, privilégier des conversations profondes, s'entourer de personnes qui incarnent les valeurs que tu respectes. Cela peut aussi signifier prendre du temps pour le silence, la réflexion et la lecture. Le silence lui-même est une influence, souvent la plus négligée et la plus bénéfique. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Cette phrase résume parfaitement ce principe. Si tes pensées sont nourries par la peur, l'envie ou la colère, ton âme s'assombrit. Si elles sont nourries par la sagesse, la tempérance et la bienveillance, ton esprit s'éclaire. Le choix t'appartient, mais il doit être conscient. Choisir soigneusement tes influences, c'est enfin reconnaître que tu n'es pas obligé d'absorber tout ce qui t'entoure. Tu as le droit de filtrer, de sélectionner, de refuser. Cette capacité de discernement est une forme de liberté intérieure. Elle te permet de rester fidèle à tes valeurs,
même lorsque le monde te pousse dans d'autres directions. En cultivant ce principe, tu protèges ce qu'il y a de plus précieux, ta capacité à penser clairement et à agir avec vertu. Et comme le savaient les stoïciens, un esprit bien gardé est le fondement d'une vie droite, stable et profondément libre. 7e principe stoïcien, dis oui uniquement à l'essentiel. Dans un monde saturé d'activités, de sollicitations et de distractions, savoir dire oui uniquement à ce qui est essentiel est un acte de sagesse profonde. Les stoïciens nous enseignent que notre temps, notre attention et notre énergie sont les ressources les plus précieuses que nous possédons. Une fois perdues, elles ne peuvent jamais être récupérées. Ainsi, la capacité à discerner l'essentiel de l'accessoire est fondamentale pour mener une vie alignée avec la raison et la vertu. Épictète soulignait que la plupart des hommes vivent comme s'ils avaient une infinité de temps, se laissant emporter par des obligations, des désirs et des distractions qui ne les rapprochent pas de la sagesse ni du bonheur. Le stoïcisme propose une alternative radicale mais libératrice. Utiliser chaque action et chaque engagement comme une opportunité de servir ce qui compte vraiment. Dire oui uniquement à l'essentiel n'est pas une privation, c'est un choix actif en faveur de la qualité sur la quantité. Qu'est-ce que l'essentiel selon les stoïciens? Ce qui contribue à la vertu, à la maîtrise de soi et au développement de la raison. Ce qui rapproche de l'accomplissement de sa nature humaine, plutôt que de la simple satisfaction des passions ou des attentes sociales. Cela inclut les actions qui renforcent le caractère, les relations qui nourrissent l'âme, et les activités qui permettent de progresser dans la sagesse et la compréhension de soi. Tout le reste, aussi séduisant ou pressant soit-il, est secondaire. Marc Aurèle, confronté à une multitude de responsabilités impériales, savait que sa vie ne pouvait être entièrement consacrée à tout. Il écrivait qu'il fallait choisir avec soin ses engagements et ne pas gaspiller son temps en futilité. Chaque « oui » non réfléchi est un fragment de liberté sacrifiée. En prenant conscience de cette réalité, nous commençons à exercer notre pouvoir de décision de manière plus sage. Dire « oui » uniquement à l'essentiel demande un discernement constant. Il ne suffit pas de déclarer que certaines choses sont importantes et d'autres non. Il faut observer attentivement ses actions quotidiennes, identifier ce qui apporte une réelle valeur à la vie et accepter de dire non à tout le reste. Cela implique parfois de renoncer à des gratifications immédiates, à des obligations sociales ou à des habitudes enracinées, mais le gain est immense. Plus de clarté, de focus et de paix intérieure. Ce principe est également une forme de protection de soi. Les stoïciens savaient que notre esprit peut être surchargé par des engagements inutiles, des sollicitations constantes ou des distractions superficielles. Un esprit dispersé devient vulnérable à l'agitation, à la colère et à l'anxiété. En choisissant soigneusement à quoi dire oui, nous préservons notre tranquillité, renforçons notre autonomie et protégeons notre capacité à agir avec raison. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut se traduire par des décisions simples mais radicales. Avant d'accepter une tâche, un projet ou une invitation, demande-toi, cela sert-il réellement mon développement personnel, mon bien-être ou ma vertu? Si la réponse est non, il est préférable de refuser poliment. Chaque engagement que tu acceptes consciemment devient un outil pour progresser, tandis que chaque refus libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Appliquer ce principe demande également de réévaluer les habitudes et les routines. Combien d'heures sont passées chaque semaine à des activités qui ne nourrissent pas l'esprit ni le corps? Les stoïciens auraient recommandé de se concentrer sur la lecture, la réflexion, l'exercice, le dialogue constructif et les actions vertueuses. Dire oui à ces activités, c'est investir dans sa propre excellence. Dire non aux distractions superficielles, c'est protéger cet investissement. Il est important de souligner que ce principe ne signifie pas l'égoïsme ou le rejet des autres. Dire oui uniquement à l'essentiel inclut également les engagements qui soutiennent ceux qui nous entourent de manière significative. Les relations authentiques, les actions de bienveillance, le mentorat et le soutien aux proches. Tout comme nous choisissons les influences que nous acceptons, nous choisissons les engagements qui nourrissent notre vie et celle des autres de façon constructive. Un aspect crucial de ce principe est l'alignement avec ses valeurs. Les stoïciens insistaient sur le fait que chaque action doit être cohérente avec la raison et la vertu. Dire oui à quelque chose qui contredit tes valeurs est une perte de temps et une source d'inconfort intérieur. En prenant des décisions alignées avec ce qui compte vraiment, chaque oui devient une expression de la sagesse et de l'intégrité personnelle. Dire oui uniquement à l'essentiel, c'est aussi accepter l'idée que nous ne pouvons pas tout faire. La limitation n'est pas un échec, mais une condition de la maîtrise. Choisir soigneusement ses engagements permet de concentrer son énergie là où elle produit le plus d'impact,
plutôt que de se disperser inutilement. Cette discipline crée un rythme de vie plus harmonieux et réduit le stress lié à la surcharge. Marc Aurèle et Sénèque enseignaient que la vie doit être vécue en accord avec la nature, c'est-à-dire de manière rationnelle et vertueuse. Dire « oui » à l'essentiel est un acte de conformité avec cette vision. Il consiste à orienter chaque jour vers la pratique de la vertu et la réalisation de soi. Tout le reste peut être mis de côté, car il ne sert ni la raison ni le développement intérieur. Ce principe renforce également la conscience de la mort et de la finitude. Chaque instant perdu à des engagements secondaires est un instant qui ne reviendra jamais. Les stoïciens invitaient à vivre pleinement le moment présent, en investissant son temps dans ce qui a une valeur réelle et durable. Dire « oui » uniquement à l'essentiel est un moyen de respecter le temps limité qui nous est donné, en l'utilisant avec intention. Enfin, appliquer ce principe transforme profondément la qualité de vie. Moins d'actions futiles, moins de dispersion mentale, plus de clarté, de sérénité et d'efficacité. Chaque « oui » devient un pas conscient vers la maîtrise de soi, la sagesse et la réalisation personnelle. Les stoïciens considéraient cette pratique comme l'une des clés de l'épanouissement humain. En choisissant avec discernement, nous alignons notre vie sur ce qui est véritablement précieux et durable. En résumé, dire « oui » uniquement à l'essentiel est un acte de liberté, de discernement et de responsabilité. C'est reconnaître que notre temps et notre attention sont sacrés, que notre énergie est limitée, et que chaque décision doit contribuer à la vertu et au développement de soi. C'est choisir la qualité sur la quantité, la profondeur sur la superficialité, et la vie consciente sur la vie dispersée. En intégrant ce principe, chaque jour devient une opportunité de vivre avec intention, clarté et sagesse. 8e principe stoïcien. Élève les autres. L'un des aspects les plus puissants et souvent méconnus du stoïcisme est l'importance de contribuer à la vie des autres. Les stoïciens ne considéraient pas la sagesse comme un trésor à garder pour soi, mais comme un moyen d'améliorer le monde autour de soi. Là où il y a un être humain, il y a une opportunité de bonté, disait Épictète. Ce principe nous invite à comprendre que notre véritable progrès personnel se mesure aussi à l'effet que nous avons sur les autres. Élever autrui est non seulement un acte de générosité, mais une étape essentielle vers l'excellence morale et la paix intérieure. Beaucoup pensent que le stoïcisme enseigne uniquement l'autonomie et le détachement. Il est vrai que les stoïciens insistent sur la maîtrise de soi et la liberté intérieure, mais cette autonomie n'est jamais synonyme d'isolement. Au contraire, un esprit véritablement sage cherche à étendre sa vertu dans le monde. La vie n'a de sens que dans le partage et dans l'impact positif que nous avons sur notre entourage. Élever les autres ne signifie pas imposer ses idées, corriger constamment ou chercher à dominer. Cela consiste à soutenir, encourager et inspirer de manière authentique. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que d'écouter attentivement un ami, de partager une expérience utile ou d'offrir un conseil réfléchi. Chaque geste de soutien, même modeste, crée un effet multiplicateur. Il renforce la confiance, encourage la croissance et nourrit la communauté. Pour comprendre la valeur de ce principe, il suffit de considérer l'effet des interactions humaines. Chaque relation est une voie de transmission d'influence. Un mot d'encouragement, une action de soutien ou un exemple positif peut transformer le parcours de quelqu'un. Les stoïciens reconnaissaient que la vertu est contagieuse. En élevant les autres, nous cultivons un environnement propice à la sagesse, non seulement pour eux, mais pour nous-mêmes. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, illustrait ce principe par ses écrits et ses décisions. Il ne cherchait pas seulement sa propre excellence, mais aussi à guider et inspirer ceux qui l'entouraient. Ses pensées montrent qu'il considérait chaque interaction comme une occasion de pratiquer la bienveillance et la vertu. Même dans le pouvoir et la responsabilité, il reconnaissait l'importance de contribuer à l'élévation morale de ses concitoyens. Élever les autres a également un impact sur notre propre développement. Lorsque nous aidons les autres à grandir, nous consolidons notre patience, notre empathie, notre discernement et notre compréhension. Ces qualités sont au cœur du stoïcisme. Elles ne se développent pas en isolation, mais dans l'action dirigée vers le bien d'autrui. Chaque effort pour soutenir quelqu'un d'autre est une opportunité de pratiquer la vertu dans un contexte concret. Le stoïcisme enseigne aussi que l'influence positive doit être exercée sans attente de reconnaissance ou de récompense. L'action vertueuse est sa propre récompense. Élever les autres devient un acte libre, non motivé par l'approbation ou l'ego, mais par la conviction que contribuer au bien commun est une expression naturelle de la sagesse. Cette approche libère l'esprit de l'avidité et de l'attachement, tout en renforçant la satisfaction intérieure. Dans la pratique,
Ce principe peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de partager des connaissances pour aider quelqu'un à surmonter un défi. Il peut s'agir d'accompagner un collègue dans une tâche difficile, d'encourager un ami dans ses projets ou de soutenir une personne en difficulté morale ou émotionnelle. Chaque acte, aussi modeste soit-il, participe à l'édification d'un environnement positif et vertueux. Élever les autres implique également de reconnaître le potentiel de chaque personne et de l'encourager à le réaliser. Les stoïciens ne se concentraient pas seulement sur le développement personnel individuel, mais sur la contribution à la croissance collective. Une communauté de personnes guidées par la vertu est plus résiliente, plus juste et plus harmonieuse. En participant activement à cette construction, nous consolidons notre propre progrès et celui de notre environnement. Un aspect essentiel de ce principe est la constance. Élever les autres n'est pas un acte ponctuel ou aléatoire, mais un engagement durable. Comme la pratique stoïcienne elle-même, cela exige discipline et intention. Chaque interaction, chaque mot et chaque geste doivent être envisagés comme une opportunité d'améliorer la vie de quelqu'un. La répétition de ces actes crée une culture de soutien et d'élévation autour de soi. Il est aussi important de comprendre que l'élévation des autres ne signifie pas sacrifier ses propres valeurs ou sa propre autonomie. Les stoïciens insistent sur la responsabilité de soi avant de pouvoir influencer les autres. On ne peut pas aider véritablement quelqu'un si l'on est soi-même instable ou dispersé. Ainsi, l'élévation des autres découle naturellement d'une vie disciplinée, réfléchie et alignée avec la vertu. Dans le monde moderne, ce principe est particulièrement pertinent. Les défis, les distractions et les pressions sociales rendent souvent difficile le maintien d'interactions authentiques et constructives. Pourtant, chaque action visant à soutenir, guider ou encourager quelqu'un est une résistance consciente contre le cynisme, l'indifférence et le chaos social. C'est un acte stoïcien concret, qui transforme non seulement la vie de l'autre, mais aussi la nôtre. Élever les autres a également un effet multiplicateur invisible. Une personne inspirée peut inspirer d'autres personnes, et ainsi l'influence positive se propage bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Les stoïciens voyaient le monde comme un réseau interconnecté. Agir vertueusement dans une relation peut avoir des répercussions inattendues et profondes. Ce principe montre que la vertu ne se limite pas à soi-même, mais s'étend naturellement dans le tissu social. Enfin, ce principe nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'impact que nous avons sur la vie des autres. La renommée, la richesse ou le pouvoir sont éphémères et souvent illusoires. Mais l'élévation morale et intellectuelle des autres crée un héritage durable. Elle incarne l'essence même du stoïcisme, vivre selon la raison et la vertu, tout en contribuant au bien commun. En résumé, le principe stoïcien d'élever les autres nous rappelle que notre développement personnel est indissociable de notre impact sur le monde. Élever autrui est un acte de générosité, de courage et de vertu. Il enrichit notre propre vie, fortifie notre caractère et participe à la construction d'un environnement où la sagesse et la raison peuvent prospérer. Chaque mot, chaque geste et chaque interaction est une occasion de pratiquer ce principe, transformant notre quotidien en une œuvre de vertu et d'harmonie. Conseil bonus stoïcien. Tenir un journal pour la maîtrise de soi. La pratique stoïcienne ne se limite pas à la réflexion abstraite sur la vertu ou à l'application ponctuelle de principes moraux. Pour véritablement intégrer la sagesse dans sa vie quotidienne, les stoïciens recommandaient un outil simple mais puissant, le journal. Écrire ses pensées, ses actions et ses expériences permet de clarifier l'esprit, de développer la lucidité et de renforcer la discipline intérieure. Ce n'est pas un exercice littéraire ou un simple loisir, c'est un instrument pratique de transformation personnelle. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous en a laissé un exemple précieux dans ses pensées pour moi-même. Ce journal n'était pas destiné à être publié, ni même à impressionner quiconque. C'était son espace privé de réflexion, où il notait ses pensées, évaluait ses actions et se rappelait les principes qu'il voulait suivre. À travers ses notes, il cultivait la maîtrise de soi, la patience et la clarté morale. Le journal n'était pas seulement un outil de mémoire, c'était un miroir de l'âme. Le premier avantage de tenir un journal stoïcien est la clarté mentale. Nos pensées, nos émotions et nos réactions peuvent être confuses ou contradictoires. Écrire permet de mettre de l'ordre dans ce chaos intérieur. Chaque émotion, qu'il s'agisse de colère, d'envie ou de joie, devient observable et analysable. En consignant nos expériences, nous créons un espace entre l'événement et notre réaction. Ce recul est exactement ce que les stoïciens appelaient l'examen de soi, voir nos actions et nos sentiments comme un observateur rationnel. Un autre aspect fondamental est la responsabilité.
Tenir un journal nous oblige à être honnête avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se flatter ou de justifier nos erreurs, mais de les reconnaître et de les examiner. Épictète insistait sur le fait que nous sommes responsables de nos jugements et de nos actions. Un journal est le lieu où cette responsabilité devient concrète. Chaque décision, chaque émotion est notée et peut être évaluée. Cette pratique renforce la conscience de soi et nous aide à corriger nos comportements de manière intentionnelle. Le journal est également un outil d'apprentissage continu. Chaque jour apporte de nouvelles expériences, de nouveaux défis et parfois de nouveaux échecs. Écrire à leur sujet permet de tirer des leçons, d'identifier des schémas et de planifier des améliorations. Plutôt que de répéter inconsciemment les mêmes erreurs, nous pouvons réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et pourquoi. Cette démarche transforme l'expérience quotidienne en un véritable laboratoire de vertu. La journalisation favorise aussi la discipline émotionnelle. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre attitude à leur égard. En écrivant nos réactions, nous prenons conscience de l'impact des émotions sur nos décisions. Nous pouvons alors pratiquer le détachement, observer nos sentiments sans nous laisser submerger, et ajuster notre comportement selon la raison plutôt que l'impulsion. Au fil du temps, cette pratique développe une résilience intérieure durable. Un journal stoïcien est également un outil de gratitude et de reconnaissance. Chaque journée contient des aspects positifs, parfois petits, parfois évidents seulement à la réflexion. Noter ces éléments aide à cultiver l'appréciation du présent et à réduire la tendance à se concentrer sur ce qui manque ou sur les frustrations. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur réside dans la capacité à jouir du présent sans inquiétude pour l'avenir. Le journal nous rappelle cette vérité chaque jour. La structure du journal peut varier selon les préférences, mais certains éléments clés sont particulièrement utiles. Événements de la journée. Notez ce qui s'est passé, en particulier les situations qui ont provoqué une réaction émotionnelle forte. Réaction et émotion. Analysez comment et pourquoi nous avons réagi, en distinguant ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Leçons et réflexions. Tirez un enseignement, identifiez les comportements à améliorer et formulez des actions concrètes pour le lendemain. Gratitude et reconnaissance. Mentionnez les aspects positifs de la journée, ce qui a été accompli ou apprécié. Cette pratique quotidienne crée un rythme de réflexion et d'amélioration progressive. Chaque entrée agit comme un petit exercice de philosophie appliquée. Elle transforme l'expérience en connaissance et la connaissance en action vertueuse. Tenir un journal a également un effet à long terme sur la mémoire et l'apprentissage. En relisant les anciennes notes, nous pouvons observer notre progression, mesurer notre développement personnel et constater les changements dans notre comportement et notre pensée. Cette rétrospective est motivante et renforce la constance, car elle montre que les efforts répétitifs, même modestes, produisent des résultats tangibles. Un autre bénéfice souvent sous-estimé est la réduction du stress et de l'anxiété. Lorsque l'esprit est encombré de pensées désordonnées, écrire les organise et clarifie. Nous libérons mentalement l'espace pour la réflexion rationnelle et la prise de décision. Le journal devient alors un refuge intérieur, un lieu où nous pouvons traiter nos émotions, évaluer nos choix et nous recentrer sur nos valeurs. Le journal stoïcien est aussi un outil de préparation aux défis futurs. En notant les situations difficiles, nous créons une bibliothèque mentale de stratégies pour y faire face. Nous renforçons notre capacité à répondre plutôt qu'à réagir, à choisir la vertu même dans des circonstances adverses. Comme le disait Épictète, ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble l'homme, mais le jugement qu'il en fait. Le journal nous aide à cultiver des jugements justes et réfléchis. Enfin, tenir un journal est un acte d'amour-propre et de respect envers soi-même. Il reflète l'engagement à vivre selon la raison et la vertu, et à ne pas laisser sa vie dériver au gré des émotions ou des distractions. C'est un rappel constant que la sagesse n'est pas théorique. Elle se pratique chaque jour, par l'attention, la réflexion et l'action consciente. En résumé, le journal stoïcien est bien plus qu'un carnet. C'est un outil de transformation intérieure. Il favorise la clarté mentale, la responsabilité, l'apprentissage continu, la discipline émotionnelle et la gratitude. Il permet de mesurer sa progression, de se préparer aux défis futurs et de vivre de manière intentionnelle. Pour tout stoïcien moderne, tenir un journal est un compagnon quotidien, un miroir fidèle de l'âme et un chemin vers une vie plus vertueuse, calme et pleinement consciente.